Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Revue d'Histoire Européenne dont le numéro 15 vient de sortir, avec un gros dossier consacré à la guerre d'Indochine, premier grand affrontement armé de la guerre froide opposant le monde libre à la poussée communiste. Une guerre dont le déroulement sur le terrain fut dès le départ fragilisé par l'instabilité de la 4e République, l'absence de but clairement affiché, les hésitations de nos responsables politiques, mais aussi par le poids électoral et l'agitation menée en France même par le Parti communiste. Sans compter nos alliés américains, entre guillemets, qui menèrent au bas mot, vis-à-vis de la France, une politique ambiguë. Dans ce dossier, vous trouverez les articles des meilleurs spécialistes de ce conflit, Rémi Porte, Yvan Cadeau, François Cochet, Marie-Danielle de Mélas ou encore Paul Villatou, Jean-Louis Tremblay et Marc Bruschi. Dans nos prochaines émissions, nous ne manquerons pas, bien sûr, d'évoquer cette guerre d'Indochine. Mais en attendant, c'est en Irlande que nous allons nous rendre pour aborder un sujet peu connu, à savoir la tentation fasciste des républicains irlandais. Si toute une génération de militants de la droite nationale a été bercée par la geste romantique de la lutte militaire des nationalistes irlandais, il faut bien avouer que leurs références idéologiques penchent plus vers Che Guevara, Castro ou Nelson Mandela, l'OLP, le PKK ou le TA. Il suffit pour s'en rendre compte de fréquenter quelques bars dans les quartiers populaires de Dublin ou de se promener le long des murals, ces grandes fresques des quartiers catholiques de Belfast. Mais il fut une période où les combattants nationalistes irlandais ont clairement cherché des appuis du côté de l'Allemagne nationale-socialiste, de l'Italie de Mussolini ou encore auprès de Salazar et Franco. Cette tentation fasciste est le sujet d'une très intéressante étude conduite par Sylvain Roussillon et publiée aux éditions Ars Magna. Sylvain Roussillon, avec lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui. Sylvain Roussillon, bonjour. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent, vous étiez venu sur ce plateau nous parler il y a quelques mois de la guerre américano-britannique de 1812. Et là, vous êtes en duplex de Saint-Étienne. Et donc, merci de vous prêter à l'exercice. C'est moins confortable qu'autour de cette table. Alors, l'Irlande, alors tout d'abord, je vais vous demander un court rappel historique sur les origines de l'IRA, du Sinn Féin. C'est une histoire un peu compliquée, faite de scission, de rescission, de séparation. Est-ce que vous pourriez déjà, pour nos téléspectateurs, nous remettre dans le contexte, disons, de l'Irlande des années 20-30 ? Alors, c'est une histoire effectivement un petit peu compliquée, ne serait-ce que parce que la présence anglaise sur le sol irlandais est très ancienne. Elle date de 1167 avec le roi Henri II d'Angleterre qui est proclamé seigneur d'Irlande. Donc, vous voyez, ça remonte à assez loin. Et tout au long des siècles, l'histoire de l'Irlande est émaillée d'un certain nombre de soulèvements, de protestations, mais le nationalisme irlandais, qu'on peut qualifier de moderne, en fait, prend sa source réellement dans les années 1880, avec la création d'un parti parlementaire irlandais qui, dans un premier temps, d'ailleurs, ne réclame pas l'indépendance, réclame simplement ce qu'on appelle le Home Rule, c'est-à-dire en fait une large autonomie de l'île d'Irlande par rapport au Royaume-Uni. Et puis ce courant finalement autonomiste, nationaliste modéré est dépassé en 1905 par la création d'un mouvement qui s'appelle le Sinn Féin, ce qui veut dire, alors c'est du gaélique et ça veut dire nous-mêmes. Alors nous-mêmes pourquoi ? Parce que l'indépendance, nous la ferons nous-mêmes. Voilà, c'est un petit peu le résumé. Et le Sinn Féin est créé en 1905 par les ultras, on va dire, de la cause nationaliste irlandaise, qui, eux, ne veulent pas entendre parler d'autonomie arrangée, d'étape ou de transition. Ils veulent l'indépendance immédiate et complète. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, le Sinn Féin, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur le sujet, est en partie influencé par le nationalisme français, notamment par Barrès, par Drummond et dans une moindre mesure par Maurras. C'est à souligner parce que
c'est quelque chose qui ensuite a complètement disparu pendant la Première Guerre mondiale. Je veux dire, le Sinn Féin s'est détaché d'une certaine manière de ce modèle français-là, mais à l'origine, dans la construction d'une idéologie nationaliste et d'un modèle nationaliste, un certain nombre de penseurs français ont joué leur rôle et ont porté leur pierre à l'édifice. Bien, alors donc ensuite il y a la création de l'IRA, qui est l'armée républicaine. Alors oui, alors là je reviens à nouveau. On va faire rapide, mais il faut arriver jusque dans les années bien. Qui nous intéressent. En fait, dès 1912-1913, un certain nombre d'organisations paramilitaires voient le jour en Irlande, menées par les nationalistes, des organisations paramilitaires légales. C'est-à-dire que la législation britannique autorise un certain nombre de groupes nationalistes à générer leur propre organisation paramilitaire. Il y a par exemple l'Irish Volunteer Force, il y a les citoyens volontaires de l'Ulster, il y a les Hibernian Rifles, c'est-à-dire les tirailleurs hiberniens, et l'ensemble de ces organisations participent au soulèvement de la PAC 1916, qui est vraiment l'acte fondateur du militantisme armé du côté des nationalistes irlandais. Pour rappel, lors de la PAC 1916, ces différentes organisations, à l'initiative du Sinn Féin, se soulèvent, notamment à Dublin, surtout à Dublin. Il y a une semaine de combats désespérés contre les forces britanniques, à l'issue desquels les insurgés sont vaincus. C'est le fameux épisode de la grande poste centrale de Dublin, où est proclamée la première République d'Irlande, enfin la première République moderne d'Irlande. Et à l'issue de ce soulèvement, qui à l'époque est largement incompris par les masses irlandaises, qui estiment que en pleine guerre mondiale, c'est une sorte de trahison de se soulever contre les Britanniques, mais les Britanniques réagissent de manière tellement maladroite en frappant tous azimuts le milieu nationaliste, y compris d'ailleurs des nationalistes modérés, que les Britanniques vont réussir l'exploit de retourner contre eux l'opinion publique irlandaise. Voilà. Et en 1919, lors du début de la guerre d'indépendance irlandaise, l'ensemble des organisations paramilitaires qui avaient participé au soulèvement de la PAC 1916 vont s'unir et constituer l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Donc l'armée républicaine irlandaise naît en 1919, mais elle est le fruit de la fusion d'un certain nombre de groupes paramilitaires qui ont été créés en 1912, 1913, 1914. Bien. Alors pour en venir à notre sujet, cette tentation fasciste, comme vous l'écrivez, ce n'est pas franchement dans les gènes de l'IRA, qui à ses débuts est plutôt marxiste, ou bien c'est un marxisme de circonstance pour obtenir le soutien de la jeune république soviétique qui vient de naître? Alors, le nationalisme irlandais est influencé dès le début des années 20 par un certain nombre de ses participants, de ses composantes, qui sont plutôt issus des milieux syndicalistes, des milieux socialistes irlandais, etc. etc. Donc c'est vrai que le nationalisme irlandais prend assez vite le pli et effectivement lorgne d'un regard intéressé, si je puis dire, en direction de la jeune Union soviétique, qui, à l'époque, je le rappelle, tient un double discours, à la fois internationaliste, en expliquant que, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais en même temps en défendant un certain nombre d'accès à l'indépendance, de soutien au peuple. Et d'une certaine manière, effectivement, les nationalistes irlandais de l'époque se sentent assez proches de cette conception finalement de libération des peuples telle qu'elle leur est présentée par l'Union soviétique. Donc le nationalisme irlandais des années 20, alors dire qu'il est marxiste est peut-être un bien grand mot, même s'il y a des marxistes à l'intérieur, il est, on va dire, marxisant, soviétisant, mais tout ça relève un peu plus, à mon avis, du vernis
que de la réelle, du réel enracinement idéologique. Parce à l'époque, l'Union soviétique apparaît davantage comme un allié potentiel que comme un modèle idéologique. Il est également catholique, ce qui nous paraît, incompatible à l'époque. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette dichotomie, mais toujours maintenant. Je ne sais plus quel écrivain disait, en parlant de l'Irlande et des Irlandais, qu'on pouvait être athée tout en étant catholique, parce qu'en fait, il y a une espèce d'enracinement culturel qui fait que, tout en étant athée, quand on est dans une famille catholique, on est culturellement catholique. Quand on est dans une famille protestante, on est culturellement protestant. Voilà. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de l'Irlande, on va arriver là rapidement dans les années, fin des années 30, où l'IRA, qui est sous le commandement de Sean Russell, déclare officiellement la guerre à l'Angleterre. Ça se traduit par des campagnes d'attentats. Quelle est la forme de cette guerre ? Alors oui, c'est une guerre d'attentats. À l'époque, l'IRA a, d'une certaine manière, touché un peu le fond à la fin des années 30. Ses effectifs sont extrêmement réduits. On les estime aujourd'hui, c'est toujours compliqué quand on parle d'une armée clandestine. On estime aujourd'hui que l'IRA compte à peu près à l'époque 2000 combattants clandestins, dont d'ailleurs la moitié est en prison. Sean Russell estime que l'IRA, alors là aussi on ne va pas refaire l'histoire du mouvement clandestin et du nationalisme irlandais, mais il estime, avec une certaine raison, que l'IRA est le seul représentant légal de la République irlandaise proclamée lors de l'insurrection de la Pâque 1916 à la Grande Poste de Dublin. Fort de cette certitude, et un certain nombre de chefs nationalistes historiques lui apportent son soutien dans cette démonstration, fort de cette certitude, il estime que l'IRA est le seul gouvernement légal de l'Irlande. Et à ce titre, effectivement, en 1939, il déclare la guerre en tant que gouvernement légal armé clandestin, il déclare la guerre au Royaume-Uni. Et c'est ce qui va s'appeler dans l'histoire militaire de l'IRA le plan S, qui est une stratégie de déstabilisation du Royaume-Uni par une vague d'attentats commis sur son sol dans les grandes villes, notamment Londres. Donc des attentats commis dans le métro, des attentats commis dans la rue. On est dans une vraie guerre terroriste, pour le coup. Bien. Alors cela intéresse bien sûr les Allemands qui entrent en guerre eux aussi contre la Grande-Bretagne. Alors on sait qu'il y avait déjà eu des contacts pendant la Première Guerre mondiale, mais avec les Allemands, avec l'Allemagne nationale-socialiste, est-ce que c'est une alliance objective, pragmatique, c'est-à-dire en gros les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ou bien c'est déjà idéologique ? Alors, c'est un peu des deux. Alors, effectivement, vous faites bien de le rappeler, il y avait déjà eu des contacts pendant la Première Guerre mondiale, et notamment l'Allemagne avait livré quelques armes, ou avait tenté de livrer quelques armes aux nationalistes irlandais, notamment dans la perspective du soulèvement de 1916. Là, des contacts sont pris par l'état-major de l'IRA dès 1937 avec les Allemands, des contacts un peu lâches, pas forcément suivis, mais il y a quand même des échanges de correspondance, des rencontres discrètes qui se déroulent entre nationalistes irlandais de l'IRA et état-major allemand. Et effectivement, les Allemands voient tout le parti qu'ils peuvent tirer d'une organisation militaire clandestine décidée à en découdre avec le Royaume-Uni. De la même manière, les nationalistes irlandais, sous l'influence de Sean Russell, voient aussi tout l'intérêt qu'ils ont à travailler avec un pays, avec une puissance continentale, qui est à même de leur fournir des armes, qui est à même de les accueillir dans des centres d'entraînement, qui peut leur fournir, le cas échéant, des bases de repli. Je dirais que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a, on peut dire que cette alliance est un simple accord militaire entre l'Allemagne nationale-socialiste et l'IRA. Mais Sean Russell est aussi dans l'histoire des officiers supérieurs de l'IRA et des commandants de l'IRA, il a une place un peu particulière parce que c'est le premier manifestement qui fait montre dans ses écrits, dans un certain nombre de déclarations, qui affiche très clairement un nationalisme, on va dire, un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qui rejette
qui rejette jamais complètement, mais qui met quand même de côté un certain nombre d'oripeaux, syndicalistes, révolutionnaires, socialistes, socialisants, qui étaient l'apanage du nationalisme irlandais à l'époque. Sean Russell peut apparaître comme le premier chef d'état-major de l'IRA, qu'on peut légitimement considérer comme étant, entre guillemets, de droite. D'accord. Oui, il a quand même des déclarations fortes. Si les forces allemandes devaient atterrir en Irlande, elles atterriraient comme amies et libératrices du peuple irlandais. Ou bien si ça fait l'affaire de l'Allemagne de nous aider à obtenir l'indépendance, je suis prêt à l'accepter. Il s'engage quand même... Voilà, il s'engage assez fortement. Alors, on peut pas, je pense qu'on peut décemment pas dire que Sean Russell soit un national-socialiste ou un nazi, mais Sean Russell n'est clairement pas un homme de gauche. Je pense que le choix qui est fait par Russell de se rapprocher de l'Allemagne est un choix tactique, militaire, mais c'est aussi d'une certaine manière un choix idéologique. Bien. Il y a une partie, enfin, on avait discuté lors de l'entretien pour préparer cette interview. Il y a un point important que je voudrais soulever, c'est, on va revenir quelques années en arrière, c'est la présence en Espagne d'un contingent irlandais auprès des forces franquistes. Donc là, il y a déjà une rencontre, si on veut, avec, on peut dire, le nationalisme, Oui, alors effectivement, en fait, lorsqu'éclate la guerre civile en Espagne en 1936, très rapidement, du côté des républicains, avec l'appui du Comintern, se met en place une stratégie d'envoi de volontaires étrangers pour défendre la République espagnole. Et on va avoir un petit peu la même chose qui va se mettre en place de manière beaucoup moins organisée, beaucoup moins structurée, beaucoup plus artisanale, du côté des nationalistes espagnols et du général Franco. Et une des stratégies ou une des initiatives, en tout cas la plus organisée, vient d'Irlande, sous l'impulsion notamment du cardinal MacRory, qui est primat d'Irlande, et qui demande à un ancien général de l'IRA et à une Odefi de constituer une légion de volontaires irlandais pour aller défendre ce qu'ils considèrent comme étant la tradition catholique attaquée par la République espagnole, de tradition plus libertaire, plus athée. Et il y a environ 600 à 700 volontaires irlandais qui partiront, notamment de Galway, et qui constitueront une bandera irlandaise au sein du tercio espagnol, de la Légion étrangère espagnole, au service de Franco. Bien. Et donc effectivement, il y a déjà ce premier contact, mais je le rappelle, les premiers contacts entre l'Abwehr allemande et l'IRA datent de 1937, et là, cette initiative d'envoyer des volontaires, c'est à la fin de l'année 1936. Donc on voit que, effectivement, il n'y a pas de coïncidence dans les dates. Non, effectivement. L'une après l'autre. Alors, il faut rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Irlande est neutre. Et quelle est l'opinion publique irlandaise ? Est-elle neutre ? Elle soutient les Alliés ? Elle soutient plutôt l'Axe ? Alors, effectivement, l'Irlande, ce qui constitue aujourd'hui la République d'Irlande, donc la partie sud, est neutre, c'est-à-dire ne prend pas part au conflit. Tandis que la partie nord, l'actuelle Ulster, l'Irlande du Nord, est partie intégrante du Royaume-Uni et elle est concernée par le conflit. Mais dans la partie sud, l'opinion publique irlandaise, elle n'est pas neutre et elle est majoritairement, très majoritairement, le chef de l'État irlandais le reconnaîtra lui-même, elle est très majoritairement pro-allemande. Elle est pro-allemande tout simplement parce qu'elle est anti-britannique. Voilà. Et il y a un certain nombre de témoignages d'époque qui sont assez saisissants, notamment ceux d'un journaliste américain qui se promène dans Dublin et raconte ce qu'il voit dans Dublin, c'est-à-dire en fait les palissades qui sont recouvertes de croix gammées, de slogans hostiles à la Grande-Bretagne. J'ai aussi relevé dans ma brochure le témoignage de témoins de l'époque en Irlande du Nord qui signalent que chaque victoire allemande est saluée dans les quartiers catholiques par des démonstrations extrêmement bruyantes de joie, et que, très clairement, la population catholique, majoritaire au sud et minoritaire au nord, suit avec beaucoup d'intérêt la progression des armées allemandes,
pas tellement d'ailleurs par adhésion à l'idéologie national-socialiste, mais parce que l'Allemagne lutte contre l'ennemi séculaire qui est que sont les Anglais et les Britanniques. Alors, en février 40, on assiste à la création d'un nouveau parti, le Kora no Poblaczka. Alors, est-ce que c'est une dissidence de l'IRA qui se fait déborder sous sa droite ? Parce que, en gros, c'est un parti qui veut détruire les institutions maçonniques, instaurer un gouvernement sur une base corporatiste et fasciste, annonce-t-il. Voilà, alors, l'IRA est une branche militaire du nationalisme. Le Koras Napoblačka pourrait davantage être présenté comme une espèce de dissidence de droite de la mouvance du Sinn Féin, c'est-à-dire de la mouvance républicaine politique. Et effectivement, là, on est très clairement sur un mouvement politique qui revendique sa proximité avec un certain nombre de régimes totalitaires ou autoritaires européens de l'époque, notamment l'Italie mussolinienne, l'Espagne franquiste et le Portugal de Salazar, et dans une certaine mesure aussi l'Allemagne nationale-socialiste. Donc c'est un mouvement qui veut régénérer le nationalisme irlandais, considérant que le nationalisme irlandais, d'une certaine manière, depuis une vingtaine d'années, s'est abîmé dans des alliances qui sont jugées contre nature. Et ces alliances jugées contre nature, ce sont les alliances à gauche. Donc voilà, le Koras Napoblačka prend un virage nationaliste bien différent de celui qui était pratiqué par les nationalistes irlandais depuis une vingtaine d'années. Bien, alors, donc ce parti dispose d'un mouvement de jeunesse. Alors là, le nom est parfaitement imprononçable. Je ne vais pas imposer ça à nos téléspectateurs. Donc ce mouvement de jeunesse fait très vite de la surenchère, ce qui entraîne une scission et la création d'un nouveau mouvement. Donc je vous laisse dire le nom. En français, ce sont les architectes de la résurrection. Oui, alors je ne suis pas... je vais demander à vos téléspectateurs gaélicophones de me pardonner aussi, parce que je ne suis pas non plus je ne pratique pas beaucoup de gaélique. Là, on se refile la patate chaude, là, je suis désolé. C'est les Altiri Na Azerge, donc les architectes de la résurrection. On va les appeler les Altiri. Les noms des partis politiques irlandais sont toujours pleins de poésie, oui. Encore maintenant. Donc voilà, c'est un mouvement qui effectivement est encore plus radicalisé que le mouvement dont il est issu, et qui, là pour le coup, ne se sent pas, ne se sent pas proche des mouvements autoritaires, ou il se sent frère de ces mouvements. C'est plus simplement de la proximité, c'est vraiment de l'adhésion. Alors c'est un mouvement qui est très mal connu, y compris en Irlande à l'heure actuelle. Il y a très peu de textes le concernant. C'est un mouvement sur lequel l'histoire irlandaise a fait d'une certaine manière un peu l'impasse. Mais c'est un mouvement qui est passionnant parce que là pour le coup, les Altiri cherchent à nouer des liens privilégiés avec l'IRA. Et l'IRA n'est pas insensible à l'approche des Altiri les concernant. Il existe quelques rapports de police de l'époque qui montrent que les Altiri ont une stratégie de pénétration des milieux des prisonniers politiques de l'IRA dans les différentes prisons dans lesquelles ils sont incarcérés en Irlande, en leur fournissant des colis, de la presse, etc., que tout cela est très bien perçu par les prisonniers politiques irlandais, mais que c'est aussi très bien perçu par l'état-major de l'IRA. Il y a un moment où l'IRA va songer d'ailleurs très sérieusement à se défaire complètement de son ancienne branche politique qu'est le Sinn Féin, qui ne lui sert plus à grand-chose, pour dire aujourd'hui le mouvement dynamique du nationalisme irlandais sur le plan politique, ce sont les Altiri, les architectes de la résurrection, et c'est sur eux que nous allons nous appuyer. Et il faut noter que d'ailleurs ce mouvement qui revendique une filiation assez forte avec le fascisme italien et le national-socialisme allemand va attirer en son sein un certain nombre de personnalités nationalistes de la gauche irlandaise qui ne vont pas hésiter à franchir le pas et à se rapprocher des Altiri. Je trouve qu'il convient notamment de citer une femme, Kathleen Clark,
qui est une ancienne militante historique de l'IRA, qui a appartenu à l'aile gauche du Sinn Féin, qui a milité dans cette aile gauche, qui a même occupé des fonctions électives, qui a été députée, qui est la première femme à être maire de Dublin jusqu'en 1941, et qui, après son mandat de maire de Dublin, annonce son ralliement aux Altieri. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de personnalités de la scène politique irlandaise qui ne sont pas insensibles à cette orientation du nationalisme irlandais qui est incarnée par les Altieri. La ligne politique, ce sont des nationaux catholiques, un peu à la Franco, à la Salazar? Alors, pas uniquement, c'est-à-dire qu'on a aussi, on a des nationaux catholiques, effectivement, on vous le dit bien, à la Salazar ou à la Franco, qui restent les deux grands modèles national-catholiques sur le continent à cette époque, mais on a aussi des personnalités dont le passage est beaucoup plus étonnant à comprendre, parce que des personnalités qui viennent réellement de la gauche irlandaise, de la gauche nationaliste irlandaise, et qui n'hésitent pas à franchir le pas, on va dire, parce que les Altieri représentent aussi une forme de radicalité dans le nationalisme qui, à l'époque, a été abandonnée par le Sinn Féin et par les autres mouvements. Et pour ces personnalités de la gauche nationaliste qui sont sur des positions nationalistes radicales, c'est-à-dire qui veulent l'indépendance, la réunification de l'île, ici et maintenant, sans négociation, y compris par la violence, les Altieri représentent le discours politique qu'ils attendent de la part de nationalistes conséquents. Bien. Alors, et les Allemands, dans tout ça, est-ce qu'ils continuent à avoir des contacts? Je sais qu'il y a des envoyés de l'Abwehr, notamment un certain Hermann Goertz, qui connaîtra, enfin, vous allez nous en parler. Mais alors, est-ce qu'il y a des projets militaires, voire des projets de débarquement? Oui, alors effectivement, Sean Russell, le chef d'état-major de l'IRA, qui finalement a mis en place et a accompagné cette stratégie, meurt dans des conditions dans des conditions non élucidées en août 1940. D'ailleurs, alors qu'il est à bord d'un sous-marin allemand au large des côtes de l'Irlande, il rentre d'un camp d'entraînement en Allemagne, un camp d'entraînement de l'Abwehr. Il meurt dans des circonstances peu claires, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui, sans tellement de risques de se tromper, qu'en fait, il semblerait que les causes de son décès soient tout à fait naturelles. Et là, pendant un temps, il y a un petit flottement au sein de l'IRA, qui vient de perdre son chef d'état-major, mais qui est remplacé par un certain Stephen Hayes en 1941. Et Hayes lance ce qu'on appelle, avec l'aide des Allemands, un plan intitulé le plan Kathleen, qui vise à mobiliser en République d'Irlande et dans la partie nord de l'île, c'est-à-dire en Ulster, quelques milliers de combattants de l'IRA. À l'époque, les effectifs de l'IRA ont considérablement pris du poil de la bête. Oui. Et l'IRA, à l'époque, estime pouvoir mobiliser entre 15 et 20 000 combattants qui prendraient les armes en appui d'un débarquement allemand aux alentours de Derry, London Derry, pour marcher sur Belfast et neutraliser à Belfast deux points stratégiques, le port de Belfast, bien sûr, et puis l'aéroport militaire de Long Kesh. Alors Long Kesh, pour la petite histoire, c'est là où, plus tard, dans les années 70, les autorités britanniques installeront la fameuse prison où seront détenus la plupart des républicains nationalistes irlandais. C'est là où Bobby Sands trouvera la mort après sa grève de la faim. Et à l'époque, c'est une base militaire de la Royal Air Force qui est suffisamment éloignée de l'Allemagne pour être relativement à l'abri, je dis bien relativement, des bombardements allemands. Et donc l'idée lancée par les nationalistes irlandais, c'est d'avoir une action combinée d'une force de débarquement allemande et d'une mobilisation de l'IRA pour finalement s'emparer de la partie nord et démanteler des infrastructures militaires britanniques. Alors évidemment, cette opération n'aura jamais lieu, mais elle est jugée quand même suffisamment intéressante pour les Allemands pour qu'ils envoient sur place un certain nombre d'officiers traitants pour se mettre en rapport avec les autorités les clandestines de l'IRA et voir avec elles de quelle manière on peut mettre en place ce fameux plan Kathleen. Voilà.
Et le fameux Gurf, Oui. pour revenir à lui, puisque c'était l'objet de votre question, effectivement, sera emprisonné en 1945, emprisonné par les autorités irlandaises et remis aux autorités britanniques. Il fera quelques mois de prison et décédera sur le sol irlandais en 1947. Et ses obsèques sont prises en charge par l'IRA et par le courant nationaliste irlandais, et ces obsèques donnent lieu à des manifestations populaires assez importantes à Dublin et assez improbables, puisque son cercueil est recouvert d'un grand drapeau à croix gammée, et que on voit sur les photos d'époque toute une foule d'Irlandais qui s'agenouillent au passage du cercueil, assez surprenant pour des images, je le répète, prises en 1947 en Europe. Voilà. Effectivement, parce que, je le rappelle, le Troisième Reich a capitulé en mai 1945. Alors, quelles sont les conséquences en Irlande, notamment dans les élections qui suivent cette capitulation ? Alors, il y a deux faits que je voudrais citer par rapport à la capitulation allemande, parce que ça illustre bien l'état d'esprit aussi, d'une certaine manière, d'une partie de la population irlandaise à l'égard de l'Allemagne, et par contre-coup, en creux, à l'égard du Royaume-Uni. D'une part, le 8 mai 1945, lorsque l'annonce de la capitulation allemande est connue partout dans le monde, et notamment à Dublin, eh bien, à Dublin, il n'y a pas que des scènes de liesse, et il y a une nuit d'émeute dans Dublin, parce que les étudiants, pour beaucoup protestants et anglophones du Trinity College, célèbrent la défaite de l'Allemagne en arborant des grands drapeaux britanniques. Et ça génère par contre-coup une réaction des milieux nationalistes à Dublin qui attaquent Trinity College, qui brûlent les drapeaux britanniques. L'émeute se propage à un certain nombre de quartiers nationalistes dans Dublin, et on a là finalement une protestation anti-alliée en plein cœur de l'Europe en 1945. Des émeutes moins graves se reproduiront à l'annonce de la capitulation du Japon, à Dublin toujours. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement des élections locales partielles qui se déroulent en juin 1945 en Irlande, et alors que partout dans le monde, surtout en Europe, l'ensemble des mouvements fascistes, fascisants, etc., disparaît complètement pour un certain nombre d'années, et ben on a un peu le phénomène inverse en Irlande, où les Altieri, le mouvement dont on a précédemment parlé, réalisent une mini-percée électorale en obtenant un score non négligeable pour l'époque et compte tenu de la situation de voix, et en décrochant leurs premiers élus locaux, notamment dans des villes comme Cork ou comme Drogheda dans le Nord. À Drogheda d'ailleurs, pour la petite histoire, l'élu des Altieri qui voit sa victoire dans cette importante commune du nord de l'Irlande, se fera remarquer lors de l'installation du conseil municipal en réclamant 1 minute de silence à la mémoire de Mussolini. Voilà, pour l'ambiance du moment. Oui, donc effectivement, c'est surprenant par rapport à tout ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Mais alors, on se rend compte que finalement, ce mouvement des Altieri se désagrège assez rapidement. Est-ce qu'on a une explication ? Il se désagrège très rapidement en quelques semaines, tout simplement parce que ils ont réussi un petit coup électoral, et se pose alors la question en interne de que faire, la fameuse grande question que tous les politiques se posent depuis Lénine, le fameux que faire. Et là, il y a deux stratégies qui s'opposent. Une stratégie visant à s'allier avec la droite nationale irlandaise, et finalement à devenir une composante ultranationaliste de cette droite nationale, ou, et c'est la solution qui est choisie par le leader des Altieri à l'époque, finalement devenir de manière officielle la façade politique de l'IRA. Et le mouvement va se déchirer très rapidement sur ces deux options. Et une grande partie des militants et des cadres
choisissant finalement la solution électoraliste en intégrant les milieux de la droite nationale irlandaise. Donc le mouvement va survivre et vivoter jusqu'à la fin des années 40, début 50. Leur journal va subsister, lui, jusque dans les années 70, mais en tout cas, c'en est fini on veut dire, de la grande époque ou de la semi-grande époque des Altieri. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'IRA reprend la main du combat nationaliste ? Alors, l'IRA reprend la main, effectivement, du combat nationaliste, d'autant plus qu'elle intègre en son sein un certain nombre d'anciens des Altieri. Et puis en 1949, sous l'impulsion de son nouveau chef d'état-major, un dénommé Tony Magan, qui est un agriculteur qui a vendu sa ferme et qui a fait don de la somme d'armes à l'organisation militaire pour lui permettre d'exister, d'acheter des armes et de redémarrer une stratégie armée. Tony Magan, qui est très anticommuniste, il a des déclarations à l'époque qui sont assez fermes sur le sujet. Donc Tony Magan intègre des Altieri au sein de l'organisation, au sein de l'IRA. Et on peut dire qu'à ce moment-là, oui, le nationalisme radical irlandais est repris complètement par l'IRA. Alors, Tony Magan est véritablement celui qui permet à l'IRA de ressusciter après les années difficiles, après les années 40 qui ont été un peu complexes pour l'organisation. Il va lui se rapprocher du Sinn Féin et faire du Sinn Féin finalement une espèce d'outil politique au service de l'IRA. Donc en 1956, sous l'impulsion de Tony Magan, l'IRA lance une nouvelle campagne militaire, la Border Campaign, la campagne de la frontière, donc qui vise à introduire grosso modo 4 commandos de 50 combattants chacun pour se livrer à des attentats et à des attaques armées sur un certain nombre de cibles de l'armée britannique ou de la police nord-irlandaise. Voilà. Donc cette campagne ne se soldera pas par une victoire de l'IRA, ça se serait su, mais en tout cas, elle permet à l'organisation militaire de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais paradoxalement, Tony Magan, qui a nettoyé un certain nombre qui a coupé beaucoup de têtes au sein de l'organisation militaire, de vieux cadres qu'il jugeait trop socialisants, trop proches de la gauche, n'a pas vu que parmi les jeunes officiers de l'IRA, il y avait une montée en puissance de jeunes officiers qui étaient littéralement fascinés par les luttes anticoloniales, les luttes de décolonisation, les luttes de libération des peuples qui démarrent un peu partout dans le monde à la fin des années 50 et dans les années 60, et qui non seulement vont adopter les méthodes militaires de ces groupes de libération un peu partout, mais qui vont aussi adopter l'idéologie de ces groupes. Magan sera à son tour débarqué par ses jeunes officiers en 1961, et le nouveau virage à gauche, et pour le coup voire à l'extrême gauche, du nationalisme irlandais via l'IRA se produit au début des années 60 sous l'impulsion de ces jeunes officiers, de cette génération de jeunes officiers révolutionnaires que Magan a suscité, mais qu'il n'a pas su maîtriser. Voilà. Donc là, finalement, les idoles deviennent, c'est plus Franco ou Salazar, mais c'est Che Guevara, Kadhafi ou Arafat. Exactement, ce qui est d'ailleurs très visible lorsque, aujourd'hui encore, on se rend dans un certain nombre de secteurs et de quartiers nationalistes en Irlande du Nord, le Bogside à Derry ou les Falls à Belfast, où on voit bien que les références aujourd'hui du mouvement nationaliste irlandais sont des références tirées des luttes contemporaines ou modernes, Che Guevara, Öcalan du PKK, etc., etc. Déjà, ça va être effectivement la question de la fin. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours Che Guevara, Öcalan, parce que là, ça commence à être un peu daté aussi de Che Guevara. Qu'en est-il aujourd'hui de la vision politique de l'IRA, du Sinn Féin, qui, je rappelle, a gagné les élections en 2022 en Irlande du Nord ? C'est ça. Alors, le Sinn Féin, aujourd'hui, est le principal parti qui véhicule l'idéologie progressiste et wokiste en Irlande, que ce soit au nord comme au sud.
Quant à l'IRA, à la suite des accords de paix du Vendredi Saint en 1998, elle a formellement déposé les armes, même si un certain nombre de groupes républicains dissidents continuent de manière assez périodique et encore maintenant à se livrer à des actions violentes, à des actions terroristes. On peut citer pêle-mêle la Real IRA, la Continuity IRA, etc. etc. Aujourd'hui, on peut dire que d'une certaine manière, la résistance au wokisme, la résistance à toute cette idéologie Black Lives Matter en Irlande du Nord n'est malheureusement plus le fruit ni du Sinn Féin ni de l'IRA, mais davantage des groupes protestants et de petits groupes catholiques qui sont marginaux par rapport au Sinn Féin et à l'IRA, mais qui méritent d'être mentionnés, notamment le principal d'entre eux, le groupe Aontu, qui veut dire unité, qui est une dissidence du Sinn Féin, qui est un petit mouvement qui dispose quand même de quelques élus au nord comme au sud, et qui, à mon sens, mérite d'être suivi avec intérêt par les observateurs de la vie politique irlandaise, parce que là, on a véritablement une alternative très minoritaire encore, mais en tout cas une vraie alternative nationaliste irlandaise à un Sinn Féin et à une IRA qui sont complètement bouffés de l'intérieur par le progressisme et l'idéologie woke. Bien, Sylvain Roussillon, merci infiniment, c'était très très intéressant. Je rappelle la liste de vos ouvrages. Donc il y avait l'autre 1812, la Seconde Guerre d'indépendance américaine, pour lesquels vous étiez venu sur ce plateau. Vous avez écrit également les Brigades internationales de Franco, chez Via Romana en 2012, l'épopée coloniale allemande, chez Via Romana en 2021, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, vous reviendrez sur ce sujet, et puis les fascismes russes entre 1922 et 1945, vie et mort d'une mouvance en exil. Et donc je remonte la petite brochure, l'étude que vous avez faite sur la tentation fasciste des républicains irlandais aux éditions Ars Magna. On peut la trouver en la commandant sur le site d'Ars Magna, je suppose? Oui, tout à fait, oui. Bien. Sylvain, merci infiniment et à une prochaine fois. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Donc merci à Sylvain Roussillon. Nous allons maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. C'est un épisode méconnu de notre histoire. En même temps, rythmouvons les choses, bientôt c'est notre histoire tout entière qui sera un fait méconnu de notre histoire. Mais bref, en 1796 puis 1798, des Français ont débarqué en Irlande pour aider les insurgés et tenter de libérer le pays de l'occupation britannique. Oui, dès qu'il est question d'emmerder un peu les Anglais, nous on a toujours été inspirés. Si la première tentative a été un désastre, la seconde, bien qu'insuffisante, aura tout de même permis d'infliger quelques sueurs froides aux buveurs de thé. Et aujourd'hui encore, cette expédition reste très présente dans le souvenir des Irlandais. C'est pour eux et pour nous un épisode ô combien symbolique des liens d'amitié qui unissent nos deux nations. L'expédition d'Irlande se passe en deux temps. Le premier en 1796, qui est un désastre, je l'ai dit, et le second 2 ans plus tard, en 1798. Et je m'excuse par avance pour cet épisode, je suis un peu malade et je pense que ça se voit, et que ça s'entend aussi. Nous sommes alors après la Révolution, sous le Directoire, et l'objectif de la Première République, c'est d'assister la Société des Irlandais Unis, qui est une organisation révolutionnaire inspirée du modèle français contre le pouvoir britannique. Alors, durant l'hiver 1796, on organise une grande flotte qui transporte 15 000 hommes commandés par le général Hoche en personne en vue d'un débarquement en Irlande dans la baie de Bantry. Sauf que, comme je l'ai dit, l'opération est lancée pendant l'hiver et cet hiver 1796-97 présente les plus fortes tempêtes de tout le XVIIIe siècle. Du coup, la flotte française, qui en plus est mal préparée et mal dirigée, se retrouve rapidement dans une situation critique. Un navire fait naufrage dès le début de l'opération, causant de nombreux morts, et beaucoup d'autres se perdent et se dispersent. Quant au reste de la flotte, il arrive bien à atteindre les côtes irlandaises, mais les conditions météorologiques sont catastrophiques, impossible de débarquer.
Et après plusieurs jours d'incertitude, la flotte se disperse. Certains navires rentrent à Brest, d'autres sont capturés par les Anglais. Bilan de cette première expédition d'Irlande, enfin tentative d'expédition, 12 navires perdus, des prisonniers de guerre et surtout la mort de 2000 hommes. Quand je vous disais que c'était un désastre, je ne plaisantais pas et c'est même pas les Anglais qui nous ont tenus en échec, ce sont uniquement les conditions météo. Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Sur les insistances du chef irlandais Theobald Wolfe-Tone, le directoire va organiser une seconde expédition en 1798, plus petite celle-là. Mais c'est pas la taille qui compte, enfin ça dépend pourquoi. Le 6 août 1798, 3 frégates embarquent un peu plus de 1000 hommes et quittent Rochefort, direction l'Irlande. Ils échappent à la flotte britannique et ensuite la petite escadre parvient sans encombre à débarquer dans le nord-ouest de l'Irlande le 22 août. Les Irlandais sont en joie, les Français sont enfin là. Sur place, le capitaine français Joby relate dans son journal la vie misérable des populations locales. Il écrit, je cite, « Les hommes, les femmes, les enfants, presque nus, n'ont d'autre asile qu'une étroite et pauvre chaumière qui ne les met pas à couvert des rigueurs des saisons. Leurs aliments sont des pommes de terre, du lait aigre, presque jamais de pain et rarement de la viande. Cette classe du peuple irlandais, qui est la plus nombreuse, offre un contraste révoltant avec la vie douce des protestants anglais qui presque tous possèdent de grandes richesses. » Quelle surprise. Enfin bref, les opérations terrestres peuvent commencer. Alors je l'ai dit, 1000 hommes plus quelques centaines puis milliers d'insurgés irlandais, eh bien c'est pas grand chose, mais ils vont quand même pas mal se débrouiller, vous allez voir. Le site sur lequel ils débarquent est plutôt isolé, donc ça se passe sans encombre le débarquement. Ensuite, Killala, la première petite ville sur leur chemin, est rapidement prise puisqu'elle n'est gardée que par 200 soldats anglais. Ensuite, c'est au tour de la petite ville de Ballina de tomber malgré la présence de cavalerie. Suite à ces petits succès consécutifs, les volontaires irlandais vont rejoindre de plus en plus l'armée française. Et face à cela, le Lord Cornwallis, donc l'anglais, commence à s'inquiéter et réclame des renforts à Londres. Mais en attendant, il va devoir faire avec ce qu'il a, alors que 2000 Français et Irlandais se dirigent désormais vers la ville de Castelbar. Et là, même sans renfort, les Britanniques sont plutôt confiants, puisque à Castelbar, ils ont 6000 hommes avec une douzaine de canons et un très bon approvisionnement. Alors forcément, ils attendent les Français de pied ferme. Et pourtant, c'est là que ça va devenir drôle. Quand les Franco-Irlandais arrivent à Castelbar, ce n'est pas du tout par là où les Anglais les attendaient. Sur les conseils des Irlandais, qui connaissent évidemment très bien la région, eh bien, les Français sont passés par un chemin jugé impraticable, surtout avec de l'artillerie. Mais impossible n'est pas français. Nous sommes le 26 août 1798 et la bataille de Castelbar commence. Dans les rangs anglais, c'est déjà la consternation. Comment les Français ont-ils fait pour arriver par l'ouest? Bref, il faut vite déplacer les canons et à 6 h du matin, le combat commence. Face à l'artillerie, les grenadiers français du général Sarrazin font des miracles tandis que 43 hommes commandés par le capitaine Louis de Crestoux prennent les Anglais à revers et capturent tout un régiment. Chez les Anglais, c'est rapidement la panique et les tuniques rouges s'enfuient dans un désordre total, abandonnant tous leurs fusils, leurs canons et même les bagages de leur général. La panique était telle dans les rangs que les Anglais, qui n'étaient même pas poursuivis, n'ont pas arrêté de courir avant d'atteindre la ville de Tuam, située à plusieurs kilomètres. Et c'est pourquoi, grâce à cette fuite ridicule, les Irlandais surnomment la bataille de Castelbar la course de Castelbar. Je vous avais dit que ça allait être marrant. D'ailleurs, il faudra l'arrivée du Lord Cornwallis en personne avec son armée et ses renforts pour que les Anglais s'arrêtent de courir, c'est pour vous dire. Et oui, c'est fini les Irlandais avec des fourches. Maintenant, t'as des Français face à toi, mon gars. Bref, après ce succès spectaculaire, les Franco-Irlandais poursuivent leur route et enchaînent avec une autre victoire à la bataille de Collooney. Malheureusement, cette débandade générale chez les Anglais a assez duré et les renforts britanniques sont maintenant arrivés. À la bataille de Ballinamook, les Français font face à près de 30 000 Britanniques. Et ce qu'on peut dire encore, c'est que ici, malgré la disproportion totale entre les forces, je l'ai dit, près de 30 000 Anglais font face à 2 à 3 000 Franco-Irlandais, eh bien les Français ne se laissent pas impressionner le moins du monde. Un parlementaire britannique est envoyé, il s'adresse en ces termes aux Français. Vous nous avez battus plusieurs fois, vous avez fait de grandes marches en présence de notre armée, vous avez fait assez pour votre gloire. Et Lord Cornwallis, qui vous rend justice, vous traitera avec
tous les honneurs dus à des braves comme vous, si vous voulez vous en remettre à sa foi. Donc voilà, vous pouvez vous rendre avec les honneurs, c'est très bien, il n'y a pas de honte, mais si monsieur, il y aura toujours une honte, même à 1 contre 1000, à se rendre contre des Anglais. Bon, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Mais c'est un peu ça quand même dans la réponse du général Sarrazin, je vous lis sa réponse. Monsieur, dites à Lord Cornwallis que nous n'avons point encore rempli la tâche que notre gouvernement nous a imposée, que nous sommes jaloux de continuer de mériter son estime et de fixer les regards de l'Europe sur notre entreprise, ainsi que nous ne pouvons, sans nous déshonorer, accepter ses offres. Voilà une réponse de français. Enfin, finalement, après une défense acharnée, les Britanniques finissent logiquement par l'emporter et les Français sont faits prisonniers. Et seulement les Français, car là aussi, c'est très caractéristique. Les Français sont très bien traités avec les honneurs et tout, tandis que les Irlandais, ils sont massacrés jusqu'au dernier à même le champ de bataille. Voilà comment les Anglais traitent les Irlandais, et après on se demande pourquoi ils les détestent autant. Et pour les Français, preuve que le traitement a été totalement différent, écoutez ce qu'écrit le général Fontaine. « Nous reçûmes tous de sa part les marques du plus grand intérêt. 40 hommes qu'on nous donna pour escorte avaient plutôt l'air d'une garde d'honneur que d'un détachement qui conduisait des prisonniers. Arrivés dans cette ville, nous y fûmes traités avec distinction. Il y avait une illumination générale, un repas magnifique était préparé. Plusieurs personnages de la plus haute importance y assistèrent. Les mecs, on dirait qu'ils sont tout heureux d'avoir enfin eu des adversaires face à eux. Dernière anecdote marquante, après la bataille de Ballinamouk et donc la défaite des Français, le général anglais s'adresse au général Humbert et il lui demande « Où est votre armée ?» Le général Humbert se tourne vers la poignée de soldats qui lui reste et il rétorque à l'anglais « La voici tout entière ». L'anglais lui demande « Et que comptiez-vous faire ?» Et là, le général Humbert, tout en sérénité, lui répond « Allez à Dublin et brisez les fers d'une nation qui souffre sous votre joug. » Alors l'anglais rétorque « Voilà bien une idée qui ne pouvait sortir que d'une cervelle française. » Et c'est tout l'intérêt de cet épisode historique, je pense. C'est une guerre perdue d'avance, mais ô combien symbolique. Une guerre pour l'honneur, une guerre pour emmerder les Anglais, bref, une guerre à la française. Aujourd'hui encore, l'intervention française est célébrée en Irlande. D'ailleurs, dans leur histoire, l'année 1798 s'appelle tout simplement année des Français. C'est pas beau ça? Finalement, ça aurait été un échec, oui, c'est évident. À cette époque, le Directoire et un certain général Bonaparte étaient bien plus intéressés par la campagne d'Égypte que par celle d'Irlande. Donc aucun renfort n'est arrivé, même si le général Humbert en a beaucoup demandé. Mais néanmoins, ça a marqué l'imaginaire irlandais, ça a renforcé l'amitié entre nos deux nations, ça a montré à quel point la France pouvait faire preuve de panache, même sans aucun moyen ou avec peu de moyens, et ça a montré aussi combien le soldat français était craint et respecté. Moi j'aime bien cette histoire.